Là, ok. Oh, je me recoiffe. Hein. Ouais. Oh. Ouais, on est bien de près, quoi. J'ai pas l'habitude de me regarder d'aussi près. Salut. Je vois plein de défauts que je vois pas dans ma salle de bain de base. Et puis, c'est malaisant. Je sais pas. Pourtant, c'est moi. Hein. J'ai l'habitude de me regarder, mais là... Je m'appelle Sarah Lopez, j'ai 30 ans, je suis née le 26 mars 1991 à Nogent-sur-Marne. Je suis une jeune femme de 30 ans, célibataire, qui fait de la télé-réalité. Entre autres, je suis influenceuse et voilà, je suis une fille pleine de joie et voilà, je suis une jeune femme. Je rentre dans l'âge de la trentaine, donc je deviens vraiment une femme. C'était ma hantise d'avoir 30 ans, parce que pour moi, 30 ans, ça y est, c'est la moitié de ma vie. Je me dis, à 60 ans, c'est fini. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai rien. Donc vraiment, je pense que je serai une femme quand j'aurai quelqu'un à mes côtés, quand j'aurai des enfants, quand je serai une maman. Et là, c'est pas le cas. Donc pour moi, vraiment, le mot jeune avant femme est très important. Ma vie sentimentale est un échec. Voilà, c'est un vrai échec. Je pense que je suis quelqu'un qui donne tout. Dès les premiers jours, je donne tellement tout que je me fais avoir au final. J'y crois tout le temps. À chaque fois que je me mets en couple, j'y crois. Pour moi, c'est l'amour de ma vie. Et en fait, c'est juste une illusion. Je suis très déçue des garçons que j'ai rencontrés. Maintenant, j'ai envie d'y croire parce que je me dis que je suis toujours attirée par le même type d'homme et que c'est de ma faute. Je le sais et que des fois, je devrais m'ouvrir à d'autres personnes qui ne sont pas forcément mon style, mais qui peuvent m'apporter beaucoup plus que mes ex. Mon type d'homme, c'est le mec un peu bad boy, rebelle, qui aime bien les femmes, hein, un homme à femme, voilà. Et puis j'ai toujours ce côté-là de me dire, je vais pouvoir le faire changer, il verra que par moi. Voilà, c'est pas un beau parleur, c'est... Et au final, je me trompe. Je suis tellement une femme indépendante et je le prône tellement que dans ma vie, j'ai besoin de personne. Alors, vraiment, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés, ça c'est sûr, mais que je peux vivre très bien sans quelqu'un, que je peux m'assumer seule, que voilà, vu que j'ai vu ma mère grandir seule, sans homme, je pense qu'au bout d'un moment, l'homme en face de moi a peur et se dit, de toute façon, si demain on n'est plus ensemble, elle le vit très bien. Vu que j'ai vu ma mère grandir sans homme et ne pas avoir besoin d'un homme pour m'éduquer, pour s'occuper de moi, c'est vrai que des fois, je me dis, j'ai peur de reproduire le même schéma. Même si ma mère, elle le vit très bien, mais j'ai pas envie de finir comme elle, sans personne à mes côtés, parce que je sais que c'est dur de vieillir sans personne à ses côtés, et j'ai vraiment pas envie d'être comme elle plus tard. Donc, ouais, ça me fait peur, mais en même temps, comme je disais, je suis attirée par le même type d'homme, et tant que j'ai pas compris ça, je foncerai dans un mur. Je pense que ça vient de mon enfance avec mon père. J'ai tellement pas confiance en l'homme. Pour moi, l'amour éternel n'existe pas du tout. Que je me dis que l'homme peut partir à tout moment, on peut se séparer à tout moment. Que j'ai pas confiance aux hommes et qu'au bout d'un moment, je me dis c'est soit lui qui part, soit moi qui vais partir et je préfère partir avant. Et c'est bête de penser comme ça parce que des fois, je gâche des belles histoires d'amour. Mais je me protège. C'est très bizarre. Je me protège, mais en même temps, je me fais du mal. Mais je me protège. Je préfère souffrir et être décisionnaire et mettre fin à la relation plutôt que la personne en face de moi le fasse. Mon père, avant de rencontrer ma mère, il était avec ma belle-mère. Il a fait un enfant. Il s'est séparé de ma belle-mère et ensuite il a rencontré ma mère avec qui il est resté 7 ans. Donc après je suis née, ils sont séparés quand j'avais 3 ans. Ils vivaient ensemble, sauf que ma belle-mère, elle a toujours été c'est la femme qui accroche, quoi. Ma mère, par exemple, elle me raconte des anecdotes. Ils allaient au resto ensemble avec ma mère. Et t'avais toujours ma belle-mère qui les pistait devant le resto et qui criait « Elle a volé mon mari !» alors que ma mère, elle la connaissait ni d'Adam ni d'Ève, quoi. Et donc, elle a toujours été là. Et dès que ma mère, elle s'est séparée de mon père, alors là, elle s'est dit « C'est jackpot, je vais tout faire pour le récupérer ». Et pour vous dire au point qu'elle était mauvaise, c'est qu'elle a voulu m'adopter, non pas... Donc récupérer la garde, en fait, avec mon père. Mon père ne voulait pas. Hein. Mais elle, non pas pour moi,
pour la petite Sarah, non, pour faire du mal à ma mère et pour la laisser seule. Ma belle-mère, c'est elle qui nous a séparés complètement, moi et mon père, parce qu'elle disait une phrase quand j'étais petite, elle disait « Si tu vois la fille, pour moi, c'est comme si tu voyais la mère ». C'est une femme très jalouse, très... voilà, elle sait que mes parents se sont aimés très très fort et elle a toujours eu peur que mon père revienne avec ma mère. Et donc du coup, elle m'a empêchée de voir mon père. Je me dis, mais comment une femme peut faire ça à un enfant? C'est une sorcière pour moi, ma belle-mère, vraiment. Je la vois comme une sorcière. Ma belle-mère me faisait la misère. Et en grandissant, les phrases, je m'en suis rappelée. Quand elle dit à mon père, quand je dis il est où papa et qu'elle me dit c'est qui ton père? Tu crois que c'est ton père? Enfin, quand elle me dit des phrases comme ça, ou quand mon père il veut m'acheter des chaussures en cuir et qu'elle devant moi elle dit mais elle mérite pas du cuir alors que je suis toute petite. C'est des phrases en fait qui ressortent et elle m'a fait la misère. Elle cachait les chocolats quand j'étais là. Enfin, elle me faisait la misère petite. Et en fait, je sais pas ce qu'elle a mis dans la tête de ma demi-sœur. Parce que du jour au lendemain, ma demi-sœur, elle voulait plus me parler. J'ai voulu reprendre contact avec elle quand j'ai su qu'elle allait avoir un enfant. Et en fait, je me suis dit, c'est trop bien, je vais lui écrire. Et je lui ai écrit via Facebook, je m'en souviens. J'ai dit, écoute, les histoires de grands, on s'en fout, c'est pas nous. Moi, j'aimerais bien connaître ton bébé. Voilà, je sais que je vais être tata, j'aimerais bien connaître mon neveu. Et de là, elle a lu et elle m'a bloquée. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit bon ni avec la sœur je pourrais avoir en fait un contact. Donc j'ai complètement barré cette famille et je me suis dit en fait ma réelle famille c'est ma mère. Mon père et ma mère se sont séparés quand j'avais 3 ans. Voilà, mon père a trompé ma mère. Elle lui a laissé aucune chance. Donc je pense que la force de caractère que j'ai, ça vient d'elle. Toute mon enfance, elle a galéré avec moi parce qu'elle était seule à m'élever du coup. On est parti vivre chez mes grands-parents parce qu'elle n'avait pas les moyens de prendre un appartement. Elle travaillait nuit et jour pour subvenir à mes besoins. Elle m'a fait toujours passer en priorité. Donc du coup, j'ai vu ma mère souffrir, j'ai vu ma mère galérer avec moi. Mais en même temps, j'étais petite, donc je réalisais pas réellement. Et en fait, ça a eu des conséquences sur moi plus tard. Parce que je me dis, mais un homme, il peut partir du jour au lendemain. Et pourtant, mon père, c'est mon père. Je sais qu'il m'aime plus que tout. Mais il a fait que ça dans ma vie. Partir, revenir, partir, revenir. Et au bout d'un moment, à mes 20 ans, je lui ai dit, écoute, pour moi, tu n'es qu'un géniteur. Ma mère, elle a fait le rôle de mon père et de ma mère en même temps. Et t'as plus rien à faire dans ma vie, donc je veux plus qu'on se parle. Et c'est moi qui ai mis fin à cette relation. Mais en même temps, il n'a pas essayé de me retenir, il n'a pas essayé de venir me récupérer, de m'appeler, de m'écrire. Donc pour moi, voilà, c'est ça un homme, il a été lâche. Et c'est vrai que les hommes, j'ai tendance à les mettre tous dans le même panier à cause de lui. Il me prenait les week-ends, puis ensuite, plus de nouvelles. Voilà, j'avais plus de nouvelles de lui. Je faisais même des lettres. J'ai fait des lettres, je les ai envoyées, j'avais pas de réponse. Tous les ans, le 26 mars, la date de mon anniversaire, je courais à la boîte aux lettres et puis je regardais si j'avais pas un courrier de lui. J'avais rien. C'est vrai que plus je grandis et plus j'en ai conscience, plus je souffre de cette situation. J'ai un cœur comme tout le monde, donc c'est vrai que des fois j'ai des périodes où je suis très triste, mais je le montre à personne en fait. Même ma mère, j'ai pas envie qu'elle sache des fois que je souffre de cette situation, même si elle le sait. Je voudrais pas qu'il revienne à l'heure actuelle. Et même moi, j'ai plus envie de revenir vers lui, parce que des tentatives pour revenir vers lui, j'en ai fait avant mes 20 ans. J'en ai fait, il m'a toujours repoussée, donc c'est terminé pour moi. Alors, j'ai voulu garder le nom de famille de mon père, donc Lopez. À la base, c'est parti d'une vengeance. Mon père ne m'a jamais reconnue étant petite, non pas parce qu'il voulait pas quand j'étais petite, sauf que mon père n'était pas du tout dans les papiers. Ensuite, quand tu le fais pas quand t'es petite, il faut le faire à 18 ans. Sauf qu'à 18 ans, j'ai commencé à envoyer des lettres. Je parlais plus trop à mon père, donc j'ai envoyé des lettres et c'est ma belle-mère qui les réceptionnait. Et ma belle-mère, elle avait dit, il est hors de question qu'elle porte ton nom de famille, le même nom de famille que ma fille. Et donc, quand j'ai commencé à faire de la télé-réalité, je me suis dit, ils veulent pas que je porte leur nom. Alors là, tu vas voir, tout le monde va savoir que je suis Lopez. Donc du coup, c'est parti d'une vengeance. Et j'ai décidé de garder le nom de famille de mon père. Et d'ailleurs, je compte aussi le mettre sur mes papiers. Parce que là, j'ai un petit peu abandonné l'affaire. Mais bientôt, j'aurai les 2 noms de famille. J'enlèverai jamais le nom de famille de ma mère, ça sera toujours le premier. Mais par contre, mon père, il figurera en 2e. Et ça aussi, ça va être une belle vengeance. Donc la belle-mère au quotidien voit Sarah Lopez.
Le regard que j'ai sur ma mère, pour moi, c'est une guerrière. C'est une guerrière et j'aimerais trop être comme elle plus tard, avec un mari à mes côtés. Mais c'est une guerrière, quoi. Elle a survécu et surmonté tellement de choses. Déjà, une femme qui aime un homme et une trahison, prend la porte, prend sa fille dans la galère et prend la porte. Je me dis, mais waouh, quoi. Combien de femmes se font tromper et reviennent avec le même homme? Je suis en admiration face à sa force. On a un lien très, très fusionnel, ma mère et moi. Et je peux pas vivre sans elle. Non. En fait, on est tellement ultra fusionnel qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais avoir 30 ans. Enfin, maintenant, j'ai 30 ans. Il faut que je fasse ma vie. Même ma mère m'a poussée, m'a dit, il faut que tu fasses ta vie. Parce qu'on est tellement ensemble. Je lui dis tout à ma mère que, même dans mes relations, des fois, elle était dans la relation, alors que c'est pas bien de faire ça. Mais pour moi, tous mes ex que j'ai eus, tous mes mecs que j'ai eus, pour moi, c'est tu me prends moi et tu prends ma mère. Mais je peux pas dire ça à un homme. Donc, et ça, je m'en rends compte, plus je vieillis et plus je me dis qu'au bout d'un moment, il faut qu'on coupe le cordon. Et c'est pour ça que maintenant, on vit loin de l'autre, mais on s'appelle tout le temps. C'est pas elle qui me retient, loin de là, parce qu'elle m'a toujours dit « Allez, Sarah, fais ta vie, arrête de penser à moi ». Mais c'est moi, en fait. Je me dis « Non, la pauvre, je peux pas la laisser seule, quoi. Elle m'a jamais laissée seule dans ma vie, donc je peux pas faire ça. Faut que je le fasse et je me force ». Ma mère, elle a tellement connu des galères et ma mère, elle est tellement importante pour moi que déjà, je lui ai offert une maison dans le sud. Elle travaillait à l'hôpital, ma mère, de Montfermeil. Et du coup, elle a arrêté de travailler. Je l'ai fait arrêter de travailler. Je l'ai embauchée dans ma société. Donc, elle travaille pour moi. Au moins, elle se lève plus tôt le matin pour aller à l'hôpital, pour avoir ce stress-là, cette boule au ventre. J'aurais aimé grandir dans une maison, ma mère aussi. Et du coup, j'ai pu lui offrir maintenant. C'est vrai que là, j'ai pris cette maison. Donc, quand je suis dans le sud, je vis avec ma maman. Mon mari, c'est comme ça. Ma mère, elle vivra à côté de... Si elle ne trouve pas d'homme dans sa vie, en tout cas, elle vivra à côté de moi, quoi. Elle vivra dans la maison, quitte à ce que je fasse une maison dans le jardin. Je suis tellement fière de moi d'avoir pu acheter à 30 ans une maison à ma mère, d'avoir réalisé son rêve, notre rêve. Donc ça, c'est vraiment une fierté. Et surtout quand je vois les yeux de ma mère, quoi, quand elle me regarde, je sens que ma mère, elle est fière de moi. Et ça, il n'y a rien de plus beau comme sentiment au monde. La petite Sarah, elle a grandi en banlieue parisienne, mais vraiment dans la cité. Voilà, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. J'ai eu une enfance très heureuse. J'étais très très bien. J'étais entourée de ma famille, de mes cousins. De vivre en cité, c'est pas facile. C'est soit en fait tu as des cousins qui sont derrière toi et qui te protègent, soit t'es un peu dans la merde parce que moi j'avais pas de père. Si j'avais une histoire dans la cité, je pouvais pas dire je vais appeler mon père. Non, j'avais pas de père, donc il y avait personne. Donc heureusement que j'avais ma famille et mes cousins auprès de moi, parce que sinon je pense que ça aurait été très très difficile. Avoir vécu dans une cité, je connais ce sentiment de partage, d'entraide, parce qu'on partage tout. Il y avait les portes ouvertes. Tout le bâtiment ouvert, on pouvait rentrer, ne serait-ce qu'aller demander du sucre parce qu'on n'en avait plus, on n'avait pas honte. Quand on rentrait chez les gens, t'as du sucre. Enfin, voilà, le partage, l'entraide et la galère, grâce à ça, j'ai les pieds sur terre maintenant. Et ma mère, elle travaillait beaucoup, donc je la voyais que le soir. Le matin, elle partait très tôt au travail. J'avais une nourrice qui me gardait dans le bâtiment de la cité. Voilà, on était tous ensemble. Et franchement, j'ai vécu j'ai vécu une belle enfance, avec des petits moyens. Mais ma mère faisait tout pour que je sois heureuse. Tout. Dès qu'elle avait de l'argent, elle pensait à moi. Tu veux quoi? Elle me faisait plein de cadeaux, elle me comblait de cadeaux, d'amour. Mais c'est vrai que j'ai pas eu la petite enfance dans la petite maison avec les parents, les Noëls en famille. Non, j'ai pas eu tout ça. Non. Mais je me plains pas. Vraiment, je me plains pas. Je connais la valeur de l'argent, je connais la galère, je connais tout ça. Donc ouais, c'est grâce à mon enfance que je garde les pieds sur terre. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille musulmane, et d'ailleurs je suis musulmane et très peu de personnes sont au courant, parce que pour moi, la religion appartient... c'est propre à soi, ça vient du cœur, ça vient pas de l'habit ou ça vient pas du décolleté qu'on peut porter. Pour moi, la religion, c'est vraiment dans le cœur. Et c'est aussi la manière dont j'ai été élevée. J'ai été élevée, vu que ma mère travaillait beaucoup, par mes grands-parents, qui sont très pratiquants et très religieux. Et mes grands-parents, ils m'ont toujours... pour moi, c'est les meilleurs religieux, parce qu'ils m'ont toujours dit, la religion, on l'a fait pour nous. Le jugement, ça n'existe pas. Donc on va juger personne. Si on fait le ramadan, par exemple, moi je faisais pas le ramadan et puis j'allais chez mes grands-parents qui faisaient le ramadan, mais jamais de la vie ils m'ont dit quoi,
t'arrêtes de manger, il faut faire le ramadan. Mais jamais de la vie. Ils m'ont dit, ils me disaient rien, quoi. À la limite, ma grand-mère, elle me faisait à manger parce que j'avais faim. Et elle sait que je voulais pas faire le ramadan, donc c'est comme ça. Mes grands-parents me regardent à la télé. Ils portent aucun jugement. Ils n'ont pas honte. Ils sont fiers. Et parce que leur religion, comme ils me disent, ça vient du cœur et ça appartient qu'à soi-même. Voilà. Et c'est vrai que des fois, il y a des commentaires aussi sur ça. T'as pas honte, musulmane, et tu t'habilles comme ça. Mais je parle un petit peu avec les gens et je leur dis, vous savez, dans toutes les religions, qu'on soit musulman, chrétien ou quoi, le jugement est interdit. Donc un bon religieux, déjà, ne juge pas. Donc commence par ça. Et après on en discutera. J'ai eu pas mal de périodes où je me trouvais très maigre quand j'étais jeune parce qu'on m'appelait le squelette. J'étais vraiment maigre. Bon voilà, j'ai pas grossi non plus depuis. Je me disais pourquoi je suis autant maigre. J'avais pas de poitrine, j'avais pas de fesses. C'était vraiment un complexe pour moi. J'essayais de mettre des pantalons larges, mais alors là, ça faisait sac poubelle, ça faisait immonde. On aurait dit, voilà, j'étais vraiment maigrichonne. Et ça, je l'ai mal vécu. J'ai appris à grandir avec. De toute façon, je me suis dit. J'arrive pas à grossir. J'ai forcé ma mère à aller voir un médecin. On est parti voir un médecin, on a fait tout un check-up du corps. Ma mère, elle pensait carrément que j'avais un ver solitaire dans le ventre. Au final, le médecin, il a dit non, c'est sa morphologie, il faut qu'elle l'accepte, c'est comme ça. C'est un complexe, voilà. Moi, j'ai souffert de ça quand on m'appelait le squelette tout le temps. J'en ai souffert, quoi. Je me disais, le squelette, ok. On me disait, on voit tes os de partout. Oh là là, t'as tes jambes, elles sont maigres. Tes jambes, on dirait tes bras. Enfin, voilà, et c'était plein de remarques comme ça qui m'ont blessée, qui m'ont touchée. Mais en même temps, ça fait partie de ma force de caractère aussi en grandissant. Parce que maintenant, je m'en fous. J'arrive pas à grossir, c'est comme ça. D'avoir refait ma poitrine jeune, déjà, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a donné un petit peu des formes. Au moins, je me disais, j'ai pas un corps de garçon, j'ai quand même un petit corps de femme. Mais au fur et à mesure, en fait, j'ai accepté tous mes complexes. Je sais pas comment. Je me suis dit, de toute façon, il y aura toujours mieux. On aura toujours des complexes dans notre vie. On trouvera toujours un défaut dans notre corps, sur notre visage, quoi qu'il en soit. Donc, faut s'accepter comme ça et tant pis. Même si j'ai l'air très sûre de moi, alors qu'en vrai, je le suis pas du tout. J'ai vraiment pas honte de dire que j'ai refait ma poitrine à mes 20 ans. Voilà, pour moi, la chirurgie, j'ai pas honte de dire si j'en fais ou pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut pas se précipiter. À 20 ans, j'ai voulu avoir une poitrine énorme. C'était la mode des bimbos, donc je voulais vraiment un truc qui sort, là, qui se voit. Et au final, j'ai regretté. Au début, j'étais super contente. J'ai des gros seins, c'est trop bien. Mais au final, très vite, j'ai regretté. Et c'est pour ça que j'ai refait ma poitrine il y a peu de temps, une deuxième fois, pour diminuer. J'ai enlevé la moitié. Donc, c'est bien. Il faut le faire si on est complexé, si on a les moyens. Il ne faut pas écouter ce qu'on nous dit autour. Ah, mais c'est de la chirurgie. Ah, mais il ne faut pas faire ça. Mais c'est moche. Il faut le faire parce que moi, franchement, ça m'a aidée. Même si ma mère, elle n'était pas pour. Mais moi, je me sentais mieux après. Mais faut quand même réfléchir, mais seul, quoi, parce que j'ai regretté plus tard. Et mine de rien, c'est quand même des opérations assez dangereuses. Nous, les filles de télé-réalité, on a tendance à donner une image aux jeunes en mode la mode, pour entrer dans des catégories, pour faire de la télé, parce qu'il y a plein de jeunes qui rêvent de faire de la télé, il faut avoir des grosses fesses, il faut avoir une grosse poitrine, il faut avoir une grosse bouche, il faut avoir le nez refait, il faut avoir les pommettes refaites. Et non, en fait. Non, c'est faux. C'est la mode, en ce moment, tout le monde fait ça, mais en fait, c'est faux, parce qu'au bout d'un moment, ça va être complètement démodé. Moi, par exemple, j'avais gros seins, c'était la mode à l'époque. J'ai regretté, limite, si je peux tout enlever, j'enlève tout. Sauf que le chirurgien, il m'a dit, c'est pas possible, tu vas avoir plein de cicatrices partout, et à 30 ans, c'est pas très esthétique, donc j'avoue. Mais franchement, si je pouvais tout enlever, j'aurais tout enlevé. J'étais très forte à l'école, très forte. J'étais perdue. Voilà, j'ai été au lycée. Ensuite, au lycée, j'ai fait un bac L que j'ai eu. Ensuite, je voulais trop aller à la Sorbonne. C'était un rêve pour moi. En fait, je voulais faire des études de journaliste. J'ai fait une licence de lettres modernes appliquées qu'en troisième année, j'ai tout abandonné parce que ça me plaisait plus du tout. Ça me saoulait, c'était plus du tout ce que je voulais faire. Et quand j'ai vu les prix des écoles par la suite, je voulais faire une école qui coûtait 15 000 € l'année. Donc j'ai tout arrêté. Je me suis dit, non, tant pis, je vais aller dans autre chose. Et je travaillais en dehors de mes études. J'ai commencé à travailler à mes 17 ans. Et en même temps que la fac, je travaillais de nuit à l'hôpital. Donc, c'est-à-dire que je commençais à 21h.
Je finissais le matin à 6h30. Je rentrais chez moi, je prenais une douche et à 8h, j'allais directement à la fac. J'étais tellement fatiguée que j'arrivais même plus à travailler de nuit que j'ai commencé à travailler en tant qu'hôtesse dans les salons. Donc je faisais salon de l'agriculture, je faisais tout ça. Et pareil, j'enchaînais des journées. J'avais pas de week-end, quoi. C'était soit j'étais à la fac, soit j'étais au travail, j'avais plus de vie. Mais j'étais très bien, j'avais mon argent, j'avais mon indépendance, je pouvais faire ce que je voulais, j'achetais ce que je voulais sans demander à ma mère. Et pour moi, ça, c'était trop important. Une fois que j'ai arrêté la fac, donc ma licence, j'ai repris un BTS dans l'immobilier. Je faisais des horaires de malade, même ma mère, elle me disait « mais t'as plus de vie ». Parce que c'était sur Paris, je partais très tôt aussi le matin et je rentrais, il était 22h chez moi, j'allais dormir. Puis je repartais le matin au travail et j'ai fait ça pendant 1 an et après j'étais vraiment crevée et puis ça me plaisait plus. Et je savais plus trop quoi faire. Je me suis dit qu'est-ce que je fais. Du coup j'ai travaillé dans un centre de bronzage. Pareil, je travaillais comme une acharnée parce que je faisais des horaires en plus pour gagner ma vie. Et au bout d'un moment, la télé m'a appelée. Il y a une année, en fait, on me proposait un petit peu d'autres émissions comme Les Princes de l'amour, tout ça. Je me suis dit, il est hors de question, quoi. Moi, je vais aller chercher un mec à la télé, mais jamais de la vie. Enfin, mais c'est quoi, vous êtes des fous, je leur disais. Jamais de la vie. Puis au final, un jour, on m'a appelée encore pour Secret Story. Donc, je connaissais déjà les personnes qui m'avaient déjà appelé auparavant. Je me suis dit, pourquoi pas. De toute façon, j'ai rien à perdre. Et au début, je suis partie pour rester une semaine. Je me suis dit, je tiendrai jamais dans une maison enfermée avec des gens. J'ai fait une valise pour une semaine. J'ai dit à ma mère, t'inquiète, on se revoit dans une semaine, maman, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et au final, je suis restée 3 mois. Alors, Secret Story, ça a été ma première télé et j'ai eu de la chance d'un coup. Parce qu'on m'avait déjà appelé auparavant, mais j'étais en couple, donc je voulais pas le faire. Et puis ensuite, on me rappelle et on me dit, écoute, il y a un espèce de petit concours où il y a que 2 personnes sur 4 qui rentreront dans la maison. Et au final, j'ai appris que Lia, elle n'est pas rentrée dans la maison parce qu'il y avait eu des dossiers sur elle qui étaient sortis juste avant. Donc, je l'ai remplacée. Donc, ça a vraiment été une chance pour moi. Le Secret Story, pour moi, c'était un jeu où il y avait de l'argent à gagner. Et je voyais plus la cagnotte qu'autre chose. Même si pour moi, je disais à ma mère, je vais rester qu'une semaine. Mais pour moi, il y avait vraiment l'argent qui comptait, le jeu et la cagnotte qu'il y avait à la fin. Alors, quand je finis Secret, en fait, je me prête au jeu. J'adore. Je me dis, c'est trop bien la télé-réalité, c'est cool. Enfin, on rencontre des gens, on est dans une maison, on vit notre best life, c'est trop bien. On me contacte pour les anges et je me dis, j'ai envie de le faire. Attends, je vais pouvoir voyager dans des pays que je n'ai jamais fait. Et là, on me proposait les États-Unis. Je me dis, c'est trop bien, c'est le rêve, quoi. Donc oui, je veux aller aux États-Unis. Je savais que j'allais faire des activités de fou, des trucs que j'ai jamais fait dans ma vie et que j'aurais peut-être pas l'occasion de faire dans ma vie. Donc ouais, en fait, je continue et c'est comme ça. Bon, à côté, tu te dévoiles, tu t'as plus de vie privée, mais j'y pense pas à ce moment-là. Je me dis, je m'en fous, c'est trop bien, je vais voyager, je vais aller aux États-Unis. C'est un rêve, quoi. Moi, j'ai grandi avec ma famille musulmane, donc du coup, moi, mes grands-parents, me voir en maillot de bain avec des garçons, au début, c'est difficile. À tout moment, tu peux avoir un article sur toi parce que tu sors avec un mec, mais t'as un peu de pudeur, donc t'as pas envie que ta mère le sache, mais tu sais que ta mère, elle va le savoir, donc c'est comme ça. Quand il y a limite un acharnement sur toi, sur les réseaux, et tu te dis, j'ai pas mérité ça, pourquoi on me fait ça? Pourtant, je suis quelqu'un de gentil, faut tenir. Faut être forte. Les jeunes pensent que c'est tout beau tout rose à chaque fois, mais en fait non. J'ai décidé de faire de la télé-réalité, de continuer dans la télé-réalité, donc je dois accepter les bons comme les mauvais moments. La pire critique qu'on puisse me faire, c'est Sarah, c'est sûr, avant c'était une ancienne prostituée, ou c'est sûr, elle connaît pas la valeur de l'argent, elle a jamais connu la misère dans sa vie, tout ça. Et ça m'énerve parce que j'ai travaillé mais comme une folle en dehors de mes études. Toute ma jeunesse, j'ai galéré avec ma mère toute ma jeunesse, à dormir dans une petite chambre chez mes grands-parents, en plein milieu de la cité, parce que mes grands-parents ne vivaient pas dans une maison, hein. Ils vivaient dans un F3 et on était 2, 4, il y avait aussi ma cousine, donc on était 6 dans un F3, donc c'était assez compliqué. Ça me vexe en fait. Après, d'un côté, je me dis aussi c'est de ma faute parce que j'en parle pas. J'en ai déjà eu des t'es une prostituée ou t'as été une prostituée ou ceci, cela. Et en fait, ça m'énerve. Je me dis ça y est, on est sur Insta, on va poster une photo en maillot de bain alors qu'on est à la plage. Donc en maillot de bain, je vais pas aller en tenue de ski. Et ça m'énerve en fait. Ça m'énerve complètement. Des fois, j'ai envie de dire aux gens, mais évolue avec le temps, quoi. Et puis, l'habit ne fait pas le moine. Et même si j'ai envie de faire la prostituée, même si demain je fais la prostituée, c'est ma vie à un moment donné, j'ai envie de dire, et ça rentre pas dans la tête des gens. Chacun sa vie et chacun fait ce
qu'il veut de sa vie. Il faut arrêter de juger facilement comme ça. Et c'est pas non plus parce que je raconte ma vie à la télé, parce que je raconte ma vie toute la journée sur les réseaux, que ma vie appartient aux gens qui me regardent ou qui me suivent, quoi. Je fais ce que je veux de ma vie. Les haters, vraiment, j'efface même pas leurs commentaires. Des fois, je réponds. Ou alors, je mets des j'aime. Alors moi, je fais très, très attention à mon argent. J'ai tellement peur de revivre ce que j'ai vécu en étant enfant que je fais super, super gaffe. Par exemple, je vais aux courses, je vais regarder les marques repères avant tout. Je vais pas aller prendre du Lotus pour m'essuyer les fesses. Et voilà, j'ai tellement la valeur de l'argent que des fois, je vous jure, je fais attention. Et je suis loin d'être une crevarde. Hein. Ouh là là, parce que je donne. Hein. Mais par contre, je fais gaffe avec moi. Je vais pas dépenser pour dépenser. Pourtant, j'adore les boutiques, les magasins. En France, l'argent, c'est très, très, très tabou. Donc, on parle très rarement de ce qu'on gagne, de ce qu'on gagne pas, de ce qu'on fait avec notre argent. Il y a la critique facile et il y a beaucoup aussi de jalousie. Et ça, c'est vraiment dommage aussi. On n'est pas content pour les gens quand ils réussissent. Non, on va se dire « Oh, ils ont réussi à cause de ça ». Au lieu de dire « Purée, c'est bien, ils ont réussi grâce à ça et c'est cool ». Moi, je suis pas pour le côté show-off que certains candidats ont. Voilà, aller mettre des ensembles Louis Vuitton, Dior, de la tête aux pieds, je suis pas du tout pour aller acheter des voitures à prix laisse tomber juste pour dire je roule dans une Porsche ou dans une Ferrari. Moi, je suis pas pour. Pourquoi aller faire baver les gens? Pourquoi tout ça? Il y a des polémiques en ce moment, il y a beaucoup de polémiques autour de Dubaï parce que c'est vrai qu'on est beaucoup d'influenceurs à partir à Dubaï et directement, si on part à Dubaï, du coup, c'est pour ne plus payer nos impôts. Moi, personnellement, j'ai gardé ma maison en France, j'ai gardé ma société en France, donc je continue à payer des impôts. J'aurais voulu vraiment ne plus payer d'impôts, j'aurais fermé ma société en France, tout fermé et je serais vraiment venue m'implanter ici à Dubaï. Moi, par exemple, dans le sud de la France, j'ai failli me faire cambrioler 2 fois. J'en ai pas parlé sur les réseaux. Pourquoi? Parce que j'avais peur que les gens se disent, les cambrioleurs, ah bon, c'est super, c'est vraiment chez elle, donc on va y retourner. Mais 2 fois. Donc, en plein après-midi, 3 mecs cagoulés dans mon jardin qui essayent de rentrer. Ça faisait même pas 1 mois que j'avais acheté ma maison. Ils reviennent 2 semaines après. Bon, là, ça va, j'avais mis des alarmes de fou, donc tout sonne dans la maison. Mais je veux dire qu'on est des cibles faciles. Ici, à Dubaï, ce qui est bien, c'est qu'on ne nous connaît pas. À part s'il y a des Français, mais on ne nous connaît pas. En France, je me suis fait rayer plusieurs fois ma voiture, casser même le carreau, parce que les gens m'ont vu sortir de ma voiture. Pourtant, j'avais ni de Porsche ni de Ferrari, j'avais une petite voiture. Mais on a quand même rayé, on m'a cassé les carreaux, on m'a fait plein de trucs dessus. Ici, ça n'existe pas. Maintenant, il y a un jugement sur Dubaï énorme. Ça fait partie du jeu. En France, les influenceurs, on est critiqués. Les gens de télé. Quoi qu'on fasse, que ça soit bon ou mauvais, on va être critiqué. Tu aides des pauvres, t'es critiqué parce que si tu les aides, c'est pour un peu montrer aux gens que tu les aides. Et si tu les aides pas, tu penses qu'à ta gueule, tu aides personne. J'espère vraiment avoir une belle maison, avec une belle famille, avec ma mère pas très loin qui est en train de courir après ses petits-enfants. Peut-être aussi avec un beau papa, j'aimerais bien. Et un mari aimant qui s'occupe de mes enfants et être une businesswoman. Voilà. Monter un empire avec mon mari. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. C'était Sarah Lopez pour Zadoff.